mindset, le secret qui attire la richesse sans la pourchasser. Et si tout ce que vous aviez appris sur l'argent était incomplet, et si le véritable obstacle entre vous et l'abondance n'était ni votre salaire, ni votre diplôme, ni même votre travail, mais votre façon de penser, de parler et d'agir chaque jour, beaucoup de personnes passent leur vie à courir après l'argent. Elles travaillent plus, s'inquiètent davantage, cherchent toujours une nouvelle stratégie. Pourtant, leurs résultats ne changent presque jamais. D'autres, en revanche, semblent attirer naturellement les bonnes opportunités, les bonnes rencontres, les bons projets, comme si la réussite venait à elles. Quelle est leur différence ? Selon les enseignements que nous allons découvrir aujourd'hui, cette différence ne commence pas dans le portefeuille, elle commence dans l'esprit. Dans cette vidéo, vous allez découvrir des principes profonds qui invitent à transformer votre relation avec l'argent, les opportunités et la réussite. Certains relèvent d'une philosophie de la manifestation et de la pensée positive. Même si ces idées ne sont pas démontrées scientifiquement, elles mettent aussi l'accent sur des éléments concrets comme l'état d'esprit, la confiance, la gratitude, la discipline et les habitudes. Installez-vous confortablement et découvrons ensemble ces premières leçons. Chapitre 1. Le murmure de la richesse. Le premier chapitre commence par une histoire très simple. Dans un marché animé, plusieurs commerçants criaient pour attirer les clients. Ils vantaient leurs produits, ils cherchaient à convaincre, ils faisaient toujours plus de bruit. Mais au milieu d'eux se trouvait un marchand étonnant. Il ne criait jamais. Il restait calme, serein, confiant. Et pourtant, ses marchandises se vendaient mieux que celles de tous les autres. Lorsqu'on lui demanda quel était son secret, il répondit simplement « Le meilleur miel n'a pas besoin d'être annoncé. Son parfum parle pour lui ». Cette image résume parfaitement la première leçon. Les personnes qui réussissent ne vivent pas dans le besoin permanent de convaincre tout le monde. Elles développent d'abord leurs valeurs. Elles deviennent compétentes. Elles travaillent sur elles-mêmes. Puis leurs résultats parlent à leur place. Le chapitre explique également que nos paroles façonnent souvent notre manière de voir le monde. Si vous répétez constamment « Je n'ai jamais d'argent »,« Tout est difficile »,« Je n'y arriverai jamais », vous finissez par adopter des comportements qui renforcent ces croyances. À l'inverse, une personne qui nourrit une confiance tranquille agit différemment. Elle remarque davantage les opportunités. Elle ose davantage. Elle persévère plus longtemps. La première leçon est donc simple. Ne cherchez pas uniquement à attirer l'abondance. Devenez une personne qui inspire naturellement confiance, valeur et sérénité. Chapitre 2. Le portefeuille invisible. Le deuxième chapitre parle de notre relation quotidienne avec l'argent. Beaucoup de personnes regardent constamment ce qu'elles n'ont pas. Elles ouvrent leur portefeuille uniquement pour constater qu'il est presque vide. Elles répètent « Je suis fauché, je n'ai plus rien ». Peu à peu, cette idée devient leur identité. Le texte invite au contraire à développer une attitude plus constructive. Cela ne signifie pas ignorer la réalité. Cela signifie éviter de faire de ses difficultés financières une définition de soi. Le chapitre encourage également à visualiser un avenir meilleur tout en gardant cette pratique pour soi, sans rechercher constamment l'approbation des autres. L'idée est que les convictions profondes grandissent plus facilement lorsqu'elles ne sont pas fragilisées par le doute extérieur. Cette leçon nous rappelle qu'avant de changer nos finances, nous devons parfois changer notre regard sur elles. Chapitre 3. Les conversations qui créent votre avenir. Nos conversations influencent davantage notre vie que nous ne l'imaginons. Certaines personnes parlent uniquement de leurs dettes, de leurs factures, des difficultés économiques, de la crise. Jour après jour, leur esprit reste enfermé dans ces préoccupations. À l'inverse, les personnes qui avancent choisissent progressivement de parler davantage de solutions. Elles discutent d'apprentissage, d'idées, de projets, de création. Cela ne signifie pas nier les difficultés. Cela signifie décider de ne pas leur donner toute la place. Le chapitre nous rappelle que les mots ne changent pas la réalité par magie, mais qu'ils influencent notre état d'esprit, nos décisions et notre manière d'agir. Et avec le temps, ce sont précisément ces décisions qui changent notre vie. Chapitre 4. Le sourire magnétique. Le 4e chapitre explique une idée souvent négligée. Les gens ne réagissent pas seulement à ce que vous dites, ils réagissent surtout à ce que vous dégagez.
Une personne peut prononcer des phrases très positives tout en étant remplie d'inquiétude. Une autre parle très peu mais inspire immédiatement confiance. Pourquoi ? Parce que son attitude est calme, son sourire est sincère, sa présence rassure. Le texte insiste sur le fait que les opportunités viennent plus facilement vers les personnes qui transmettent naturellement la sérénité. Le véritable changement commence donc à l'intérieur. Lorsque votre état d'esprit évolue, votre comportement évolue, et les autres commencent à vous percevoir différemment. Chapitre 5. La graine secrète. Toute grande réussite commence comme une graine, invisible, fragile. Le problème est que beaucoup de personnes montrent cette graine au monde entier avant qu'elle n'ait eu le temps de pousser. Elles annoncent leurs projets, leurs ambitions, leurs rêves, puis arrivent les critiques, les doutes, les moqueries, et souvent, le projet disparaît avant même d'avoir commencé. Le chapitre recommande une approche différente. Gardez vos projets les plus importants pour vous pendant quelque temps. Travaillez discrètement, progressez en silence, laissez vos résultats devenir votre plus belle présentation. Comme une graine enfouie dans la terre, certaines idées ont besoin de temps avant d'apparaître au grand jour. Chapitre 6. Le partenaire silencieux. Dans la vie, beaucoup de personnes ont l'impression de porter toutes leurs responsabilités seules. Chaque difficulté devient un poids. Chaque problème semble insurmontable. Ce chapitre invite le lecteur à développer une confiance intérieure, à croire qu'il existe toujours une solution, à avancer sans être paralysé par la peur. Lorsqu'une personne agit avec confiance, elle remarque souvent des ressources, des idées et des rencontres qu'elle n'aurait pas vues dans un état de découragement. Cette confiance ne supprime pas les difficultés, mais elle change profondément notre manière de leur faire face. Et cette différence peut transformer les résultats obtenus. Chapitre 7. La monnaie du calme. Beaucoup de personnes ressentent immédiatement du stress lorsqu'elles pensent à leurs finances. Le simple fait d'ouvrir une facture crée de l'anxiété. Le texte explique qu'un état permanent de panique conduit souvent à de mauvaises décisions. À l'inverse, le calme permet de réfléchir, de planifier, d'agir avec lucidité. Les personnes qui réussissent financièrement ne prennent pas toutes les bonnes décisions, mais elles évitent souvent les mauvaises décisions prises sous l'effet de la peur. Avant de gérer votre argent, apprenez d'abord à gérer vos émotions, car un esprit calme voit toujours plus clair qu'un esprit paniqué. Chapitre 8. La banque invisible. Le dernier chapitre de cette première partie parle de gratitude. Beaucoup pensent que la gratitude vient après la réussite. Le texte propose l'idée inverse. Il encourage à apprécier ce que l'on possède déjà, pas pour renoncer à progresser, mais pour développer une attitude plus sereine. Une personne reconnaissante prend souvent de meilleures décisions qu'une personne constamment frustrée. Elle utilise mieux ses ressources. Elle remarque davantage les opportunités. Elle construit progressivement au lieu de vivre dans le manque permanent. La gratitude ne remplace pas le travail. Elle donne simplement un meilleur état d'esprit pour le réaliser. Chapitre 9. Le code de la circulation. L'argent ressemble beaucoup à une rivière. Lorsqu'une rivière coule librement, elle nourrit les terres, fait pousser les récoltes et apporte la vie partout où elle passe. Mais lorsqu'on bloque son courant, l'eau finit par stagner. Le chapitre explique que beaucoup de personnes veulent uniquement accumuler. Elles gardent tout, elles ont peur de perdre. Elles hésitent à investir, elles refusent parfois même de partager leurs connaissances ou d'aider les autres. Pourtant, la richesse durable repose aussi sur la circulation. L'argent sert à créer, à investir, à apprendre, à développer des projets, à résoudre des problèmes. Le texte raconte l'histoire d'un homme qui donnait discrètement aux personnes dans le besoin sans attendre de reconnaissance. Sa générosité renforça progressivement son réseau, sa réputation et les opportunités qui se présentèrent à lui. La leçon est simple, la prospérité grandit lorsque nous faisons circuler la valeur autour de nous et non lorsque nous essayons simplement de tout conserver. Chapitre 10. La pensée qui fait pencher la balance. Beaucoup de personnes vérifient constamment leur compte bancaire. Elles calculent chaque dépense, chaque euro gagné, chaque retard, chaque facture. Le problème, c'est que cette obsession finit souvent par alimenter davantage l'inquiétude que les solutions. Le texte raconte l'histoire d'un artisan
qui passait ses journées à contrôler ses finances. Puis un jour, il décida de consacrer davantage de temps à améliorer son savoir-faire, à créer, à apprendre, à profiter de son travail. Peu à peu, ses revenus commencèrent à augmenter. Pourquoi ? Parce qu'il consacrait désormais son énergie à produire davantage de valeur plutôt qu'à surveiller constamment les résultats. La leçon est claire, ne mesurez pas votre réussite chaque jour. Mesurez plutôt vos progrès, vos compétences et la valeur que vous créez. Chapitre 11, l'invitation invisible. Pourquoi certaines personnes attirent-elles naturellement de bons clients alors que d'autres semblent constamment rencontrer des personnes difficiles? Le texte répond que notre attitude influence souvent la qualité des relations que nous développons. Si nous passons notre temps à critiquer les autres, à nous plaindre de nos clients, à penser que personne ne reconnaît notre travail, nous adoptons inconsciemment une posture négative. À l'inverse, les personnes qui accueillent chaque nouvelle rencontre avec ouverture et professionnalisme inspirent davantage confiance. Les bons clients, les bonnes collaborations et les bonnes opportunités sont souvent attirés par une réputation solide. Le chapitre nous rappelle donc une vérité essentielle. Avant de vouloir attirer les bonnes personnes, devenez vous-même une personne avec laquelle chacun souhaite travailler. Chapitre 12, le tableau de vision silencieux. Aujourd'hui, beaucoup aiment annoncer leurs objectifs sur les réseaux sociaux. Ils montrent leurs projets, leurs ambitions, leurs rêves. Le chapitre propose une autre approche. Il explique que certains rêves gagnent à rester privés jusqu'à leur réalisation. Le texte raconte l'histoire d'un homme qui gardait son tableau d'objectifs dans un endroit où lui seul pouvait le voir. Chaque soir, il prenait quelques minutes pour visualiser son avenir, sans jamais chercher l'approbation des autres. Au fil du temps, ces projets commençaient réellement à prendre forme. La leçon n'est pas que le secret possède un pouvoir magique. Elle souligne surtout que les projets fragiles sont souvent mieux protégés lorsqu'ils ne sont pas exposés trop tôt aux critiques et aux doutes extérieurs. Travaillez davantage sur vos objectifs et parlez-en seulement lorsqu'ils deviennent suffisamment solides. Chapitre 13, apprendre à recevoir. Certaines personnes savent donner, mais elles ont énormément de mal à recevoir. Lorsqu'on les félicite, elles minimisent immédiatement leur travail. Lorsqu'on leur propose une opportunité, elles pensent ne pas la mériter. Lorsqu'on leur offre de l'aide, elles refusent presque automatiquement. Le chapitre explique que cette attitude peut limiter notre développement. Recevoir avec gratitude ne signifie pas devenir prétentieux. Cela signifie reconnaître honnêtement la valeur de son travail. Accepter un compliment. Dire simplement « merci » sans chercher immédiatement à se dévaloriser. Plus nous apprenons à recevoir naturellement, plus nous développons une relation équilibrée avec la réussite. Car recevoir fait également partie du cycle de l'abondance. Chapitre 14, les rêves protégés. L'auteur revient sur un thème déjà abordé, mais cette fois avec encore plus de profondeur. Les grands projets sont comparés à de jeunes pousses. Lorsqu'elles viennent juste de sortir de terre, elles sont extrêmement fragiles. Un vent violent suffit parfois à les casser. Nos rêves fonctionnent de la même manière. Lorsque nous les partageons trop tôt, nous nous exposons aux critiques, aux peurs, aux opinions négatives. Certaines personnes abandonnent même leurs ambitions uniquement parce que leur entourage ne les comprend pas. Le chapitre conseille donc de protéger ses projets jusqu'à ce que sa propre conviction soit suffisamment forte pour résister aux doutes. Tous les rêves n'ont pas besoin d'être annoncés. Certains ont simplement besoin de temps pour grandir. Chapitre 15. Le sentiment de possession. Le texte affirme que beaucoup vivent constamment dans le manque. Ils pensent toujours à ce qu'ils n'ont pas, à ce qu'ils ont perdu, à ce qui leur manque encore. Résultat, ils oublient complètement tout ce qu'ils possèdent déjà. Le chapitre propose un changement de perspective. Commencez par reconnaître vos ressources actuelles, vos compétences, votre expérience, votre santé, vos proches, votre capacité d'apprendre. Une personne qui reconnaît déjà sa richesse intérieure agit généralement avec davantage de confiance. Et cette confiance influence ses décisions. La véritable abondance commence souvent lorsqu'on cesse de vivre uniquement dans la comparaison permanente. Chapitre 16.
le marché silencieux. Imaginez deux commerçants. Le premier passe son temps à supplier les clients, à répéter que ses produits sont les meilleurs, à essayer de convaincre tout le monde. Le second travaille discrètement, améliore constamment la qualité de son service, prend soin de ses clients sans jamais tomber dans le désespoir. Avec le temps, les clients reviennent naturellement vers lui. Pourquoi ? Parce que la confiance attire davantage que la peur. La qualité parle plus fort que les promesses. Le chapitre nous enseigne que les personnes les plus influentes n'ont pas besoin de courir après toutes les opportunités. Elles développent leurs valeurs et ce sont souvent les opportunités qui finissent par les rechercher. Chapitre 17, le principe de l'eau calme. Imaginez un lac parfaitement calme au lever du soleil. Sa surface est si paisible qu'elle peut refléter chaque détail du ciel. Mais jetez-y plusieurs pierres et toute l'image disparaît. Notre esprit fonctionne exactement de la même manière. Lorsqu'il est constamment agité par de nouvelles idées, de nouvelles stratégies, de nouvelles formations et de nouvelles inquiétudes, il devient incapable de voir clairement la bonne direction. Le chapitre raconte l'histoire d'une femme entourée de cahiers, de projets et de listes interminables. Chaque jour, elle cherchait une nouvelle méthode, une nouvelle formation, un nouveau système. Elle répétait « je dois en faire davantage ». Pourtant, plus elle s'agitait, plus la prospérité semblait s'éloigner. Son problème n'était pas un manque d'effort. C'était un excès de mouvement sans clarté. À l'inverse, un homme décida d'abandonner temporairement sa recherche frénétique d'opportunités. Il commença à marcher chaque jour dans la nature. Au début, ces moments de silence lui semblaient inutiles. Mais progressivement, son esprit se calma. Et dans ce calme, naquit une idée simple, capable de résoudre un problème important dans son domaine professionnel. Une seule idée née dans la clarté se révéla plus précieuse que plusieurs mois d'agitation. La leçon de ce chapitre est essentielle. Toutes les avancées ne viennent pas de l'effort supplémentaire. Certaines apparaissent lorsque nous cessons enfin de faire du bruit dans notre esprit. Le calme ne signifie pas la paresse. Il signifie créer un espace intérieur dans lequel les bonnes idées peuvent émerger. Lorsque vous êtes constamment occupé, vous ne laissez aucune place à l'intuition, à l'observation ou à la créativité. Prenez donc quelques minutes chaque jour pour vous éloigner du bruit. Respirez, marchez, observez. Ne cherchez pas immédiatement une réponse. Laissez votre esprit redevenir aussi clair qu'un lac au lever du jour. Chapitre 18, l'intervalle doré. Entre la graine et la récolte, il existe toujours une période invisible. Vous avez semé, mais rien n'est encore sorti de terre. Vous avez envoyé votre proposition, mais personne n'a encore répondu. Vous avez commencé un projet, mais les résultats ne sont pas encore visibles. C'est précisément pendant cet intervalle que beaucoup abandonnent. Le chapitre présente une femme qui avait lancé plusieurs initiatives. Candidature, projet, proposition et nouvelles relations professionnelles. Chaque matin, elle vérifiait nerveusement si quelque chose avait changé. Mais, voyant que les résultats tardaient, elle imaginait déjà l'échec. Le problème n'était pas qu'elle avait mal semé. Le problème était qu'elle ne supportait pas le temps nécessaire à la croissance. Dans une autre ville, un homme venait de lancer son activité de conseil. Pendant plusieurs semaines, aucun client ne l'appela. Pourtant, au lieu de paniquer, il utilisa cette période pour approfondir sa confiance, améliorer son travail et préserver sa sérénité. Il considérait l'attente non comme une punition, mais comme une phase de préparation. Quelques semaines plus tard, plusieurs entreprises importantes le contactèrent. Ce chapitre enseigne que la patience n'est pas une attente vide. C'est une forme de discipline. Vous continuez à faire votre part, tout en refusant de détruire votre confiance simplement parce que les résultats ne sont pas immédiats. L'agriculteur ne déterre pas chaque matin la graine pour vérifier si elle pousse. Il arrose, il entretient le sol, puis il attend. Dans votre propre vie, apprenez à respecter l'intervalle entre l'action et le résultat. Quand quelque chose semble tarder, dites-vous, le processus continue, même si je ne vois pas encore le résultat. La patience n'accélère peut-être pas le temps, mais elle vous empêche de détruire ce que vous êtes en train de construire. Chapitre 19, l'écho du « j'ai assez ». Certaines personnes possèdent déjà beaucoup, mais vivent intérieurement comme si rien ne suffisait. Elles cherchent continuellement
une nouvelle opportunité, un meilleur accord, une somme plus importante, une position plus élevée, elles ne s'arrêtent jamais pour reconnaître ce qu'elles ont déjà. Le chapitre raconte l'histoire d'une femme qui courait d'un marché à l'autre, toujours à la recherche d'une meilleure affaire. Même lorsque ses poches contenaient suffisamment d'argent, son attitude exprimait encore le manque. Elle ne profitait jamais de ce qu'elle possédait, parce que son esprit était constamment tourné vers ce qui lui manquait. À l'inverse, un commerçant commençait chaque journée en reconnaissant sincèrement les ressources déjà présentes dans sa vie. Son magasin était modeste, mais il appréciait son travail, ses outils, ses clients et sa capacité à progresser. Il se répétait intérieurement « j'ai ce dont j'ai besoin pour avancer ». Cette attitude ne l'empêchait pas d'ambitionner davantage. Mais son ambition ne venait plus du désespoir, elle venait de la stabilité. Peu à peu, de nouvelles collaborations et de nouveaux clients apparurent. La grande leçon est que la satisfaction et l'ambition ne sont pas opposés. Vous pouvez être reconnaissant pour ce que vous avez, tout en travaillant pour obtenir davantage. Le danger apparaît lorsque vous pensez que vous ne pourrez jamais être heureux avant d'atteindre le prochain niveau. Car ce prochain niveau deviendra, lui aussi, insuffisant. Regardez autour de vous. Le siège sur lequel vous êtes assis, l'air que vous respirez, les connaissances que vous avez acquises, les outils auxquels vous avez accès. Les personnes capables de vous aider, reconnaître ces ressources ne vous rend pas passif. Cela vous permet d'avancer à partir d'une base solide plutôt qu'à partir d'un sentiment permanent de vide. Chapitre 20. L'échange secret. Dans le commerce comme dans les relations humaines, certaines personnes cherchent tellement à convaincre qu'elles finissent par repousser. Elles parlent sans écouter. Elles insistent, elles promettent, elles exercent une pression. Le chapitre raconte l'histoire d'une commerçante qui répétait à chaque client « Vous ne trouverez pas de meilleur prix. Laissez-moi vous convaincre ». Mais plus elle poussait les gens à acheter, plus ils s'éloignaient. Un autre commerçant adopta une approche opposée. Il parlait peu, il observait, il écoutait attentivement ce que les clients voulaient réellement. Il ne cherchait pas seulement à vendre, il cherchait à comprendre. Avec le temps, ses ventes doublèrent, puis triplèrent. Pourquoi ? Parce que la confiance naît rarement d'un long discours, elle naît souvent du sentiment d'être compris. Une personne qui vous écoute avec attention vous donne le sentiment que vos besoins comptent. Ce chapitre nous enseigne donc que tout échange durable doit profiter aux deux parties. Une bonne transaction n'est pas une bataille dans laquelle l'un gagne et l'autre perd. C'est une rencontre entre un besoin et une solution. Avant de présenter votre produit, votre service ou votre projet, posez-vous une question. Comment cette proposition peut-elle véritablement aider l'autre personne ? Puis écoutez sa réponse. Votre capacité à comprendre sera souvent plus persuasive que tous les arguments commerciaux du monde. Chapitre 21. La voix qui commande l'approvisionnement. Certaines personnes demandent la même chose encore et encore. Elles répètent leurs souhaits avec toujours plus d'inquiétude, comme si le fait de demander 100 fois donnait plus de poids à leur demande. Mais dans ce chapitre, l'auteur présente une idée différente. Une intention claire, exprimée une fois avec confiance, peut être plus puissante qu'une demande répétée dans la peur. Une femme passait des heures à répéter ses prières et ses désirs. Plus elle insistait, plus sa voix devenait désespérée. Elle croyait que l'intensité de sa supplication allait augmenter ses chances d'obtenir ce qu'elle voulait. Mais son comportement traduisait surtout une absence de confiance. À l'inverse, un homme prenait le temps de clarifier exactement ce qu'il voulait. Il exprimait ensuite son intention une fois, avec calme, puis il retournait à ses occupations. Il ne répétait pas sa demande chaque heure. Il ne vérifiait pas constamment les résultats. Il agissait comme une personne certaine d'avoir été entendue. Cette histoire est comparée à une lettre envoyée par la poste. Une fois que l'adresse est correcte et que la lettre a été envoyée, ouvrir la boîte aux lettres toutes les 10 minutes ne la fera pas arriver plus vite. Dans la vie réelle, cette leçon signifie définissez clairement votre objectif. Décidez de ce que vous voulez, puis concentrez votre énergie sur les actions que vous pouvez accomplir, au lieu de répéter continuellement vos inquiétudes. Une demande claire, suivie d'un travail calme, vaut mieux que 1000 déclarations accompagnées de panique. Demandez avec précision, agissez avec sérieux, puis laissez le temps faire son travail. Chapitre 22, le souffle de la dignité. Il existe une différence
entre l'humilité et la dévalorisation. L'humilité consiste à ne pas se croire supérieur aux autres. La dévalorisation consiste à croire que l'on ne mérite rien. Dans ce chapitre, une femme répétait constamment « je ne suis rien ». Elle pensait que cette attitude était une preuve de modestie, mais en réalité, elle diminuait continuellement sa propre valeur. Lorsqu'une personne se considère comme sans importance, cela finit souvent par influencer sa posture, ses décisions, ses relations et même la façon dont les autres la traitent. À l'inverse, un homme prit l'habitude de reconnaître silencieusement sa dignité. Il ne se vantait pas, il n'annonçait pas sa valeur à tout le monde, mais il cessa de se comporter comme s'il devait s'excuser d'exister. Peu à peu, les personnes autour de lui commencèrent à lui accorder davantage de responsabilités. Ses supérieurs sollicitèrent son opinion. De nouvelles possibilités professionnelles lui furent proposées. La transformation ne venait pas d'une formule magique. Elle venait de sa posture. Lorsqu'il commença à se respecter, ses décisions et son comportement changèrent. Et le monde répondit à cette nouvelle attitude. Vous n'avez pas besoin de crier que vous êtes important, mais vous ne devez pas non plus marcher la tête baissée comme si vous ne méritiez rien. Avant une réunion importante, une négociation ou une décision financière, prenez quelques secondes et rappelez-vous, je peux rester humble tout en reconnaissant ma valeur. La fleur ne s'excuse pas de fleurir. Le soleil ne réduit pas sa lumière pour ne déranger personne. Vous aussi, vous pouvez avancer avec une dignité tranquille. Chapitre 23. L'ombre de la comparaison. La comparaison peut voler votre paix en quelques secondes. Vous ouvrez les réseaux sociaux, vous voyez la maison d'une autre personne, ses voyages, sa réussite, ses célébrations, et soudain, tout ce que vous possédez semble perdre de sa valeur. Le chapitre raconte l'histoire d'une femme qui passait ses soirées à regarder les réussites de ses connaissances. À chaque publication, elle avait l'impression que leur succès diminuait ses propres chances. Elle ne voyait plus leur bonheur comme une inspiration. Elle le voyait comme une preuve qu'elle était en retard. Mais comparer votre chemin à la destination d'une autre personne est profondément injuste. Vous ignorez le point de départ de cette personne, ses échecs, ses sacrifices, les années de travail invisibles. Vous ne voyez souvent que le résultat final. Un autre homme décida de transformer l'envie en célébration. Chaque fois qu'il apprenait la réussite de quelqu'un, il faisait l'effort de la féliciter sincèrement. Au début, cela lui semblait difficile. Mais progressivement, son esprit changea. Au lieu de penser « pourquoi lui et pas moi ?», il commença à penser « sa réussite prouve que cela est possible ». Cette nouvelle perspective lui permit de remarquer des opportunités qu'il ignorait auparavant. Son activité professionnelle commença à progresser. La leçon est puissante. La réussite des autres n'est pas une attaque contre votre avenir. Elle peut devenir une preuve que davantage de possibilités existent. Lorsque vous ressentez l'envie, ne culpabilisez pas. Reconnaissez simplement cette émotion, puis transformez-la. Dites-vous, tant mieux pour cette personne, son succès ne retire rien à mes possibilités. Célébrer les autres ne garantit pas automatiquement votre réussite. Mais cela vous libère de l'amertume et vous rend plus attentif aux possibilités de votre propre chemin. Chapitre 24. Le langage du luxe. Le dernier chapitre de cette troisième partie parle de notre relation avec la beauté, l'élégance et la qualité. Certaines personnes pensent que tout ce qui est beau ou raffiné est nécessairement inutile. Elles rejettent l'élégance avant même de pouvoir l'apprécier. Une femme vivait dans une simplicité extrême et critiquait toutes les belles choses qu'elle rencontrait. Elle considérait chaque objet élégant comme une dépense absurde. Pourtant, son environnement devenait si austère qu'il diminuait progressivement sa joie. Un autre homme avait lui aussi des moyens limités, mais il ne rejetait pas la beauté. Il admirait l'architecture, le travail des artisans, les fleurs, la lumière passant à travers les fenêtres. Dans son petit logement, il plaçait parfois une seule rose dans un vase. Il n'avait pas besoin de posséder une grande fortune pour apprécier la qualité. Le chapitre ne dit pas qu'il faut acheter des objets coûteux ou vivre dessus de ses moyens. Il enseigne plutôt qu'il ne faut pas confondre simplicité et privation volontaire. Vous pouvez vivre simplement tout en appréciant la propreté, l'ordre, la beauté et l'excellence. Vous pouvez choisir
un petit nombre d'objets de qualité plutôt qu'une accumulation d'objets inutiles. Vous pouvez admirer quelque chose sans devoir le posséder. La véritable élégance n'est pas toujours une question de prix. Elle se trouve aussi dans la manière de parler, de travailler, de prendre soin de son environnement et de traiter les autres. Apprenez à reconnaître la beauté sans jalousie et sans excès. Car la recherche de l'excellence peut élever votre esprit, améliorer votre travail et vous encourager à créer davantage de valeur. Chapitre 25, la rivière cachée de l'action. Il est possible de croire, de visualiser, de méditer et de préparer pendant très longtemps sans jamais avancer. Certaines personnes attendent le signe parfait, le bon moment, la certitude absolue. Elles veulent que tout soit clairement garanti avant de faire le premier pas. Le chapitre présente une femme qui cherchait des signes partout. Elle observait les coïncidences, les chiffres, les conversations, les événements, mais malgré toute cette observation, elle n'agissait jamais. Ses rêves restaient suspendus. Le texte rappelle alors une vérité essentielle. La richesse ne circule pas uniquement grâce à l'intention. Elle a besoin d'un canal, et ce canal est l'action. Un homme avait pris l'habitude de s'asseoir quelques instants dans le calme chaque matin. Mais contrairement à la femme précédente, il n'utilisait pas le silence pour éviter l'action. Il l'utilisait pour identifier la prochaine étape. Lorsqu'une intuition raisonnable apparaissait, il agissait. Un jour, il décida de prendre un chemin différent pour aller travailler. Il aperçut un livre sur le commerce international, l'acheta, et y trouva des informations qui transformèrent son activité. Un autre jour, il ressentit le besoin de contacter un ancien collègue. Cet appel ouvrit la porte à un partenariat important. La leçon n'est pas de suivre aveuglément chaque impulsion. Elle est de ne pas ignorer continuellement les petites actions utiles sous prétexte d'attendre quelque chose de spectaculaire. Le signe que vous attendez est parfois simplement l'idée raisonnable qui vous revient depuis plusieurs semaines. Passez cet appel, envoyez cette proposition, commencez cette formation, publiez ce contenu, demandez ce rendez-vous, faire ce premier essai. Les grandes transformations commencent souvent par des actions ordinaires. N'attendez pas toujours de vous sentir parfaitement prêt. La préparation est importante, mais à un moment donné, il faut ouvrir la porte et avancer. Chapitre 26. La chambre secrète de la gratitude. La gratitude perd de sa force lorsqu'elle n'est qu'une performance. Certaines personnes parlent publiquement de reconnaissance, mais passent le reste de leur temps à se plaindre. Elles prononcent de belles paroles, sans que leur attitude intérieure change réellement. Ce chapitre propose de créer une sorte de chambre privée dans son esprit. Un espace intérieur dans lequel vous prenez le temps de reconnaître ce qui va bien, sans chercher à impressionner personne. Un homme se levait chaque matin avant le lever du soleil. Dans le silence, il exprimait sa gratitude pour ce qu'il avait déjà, mais aussi pour les projets qu'il préparait. Il ne se vantait pas de cette pratique. Il ne cherchait pas à paraître spirituel. Il utilisait simplement ces moments pour renforcer sa confiance et orienter son attention vers les possibilités. Cette habitude l'aidait à aborder son travail avec davantage d'espoir et de constance. La gratitude ne remplace pas l'action. Elle change l'état émotionnel à partir duquel vous agissez. Une personne reconnaissante peut mieux gérer la frustration. Elle peut observer ses progrès. Elle peut continuer sans croire que tout est perdu au premier obstacle. Créez donc chaque jour un moment privé. Repensez à 3 choses qui vous ont aidé. Une rencontre, une leçon, une petite réussite, une difficulté surmontée. Ne publiez pas nécessairement cette liste. L'objectif n'est pas d'obtenir des réactions. L'objectif est d'entraîner votre esprit à reconnaître les ressources déjà présentes dans votre vie. Chapitre 27, le miroir de la maîtrise. Il est possible de passer sa vie à apprendre sans jamais utiliser ce que l'on sait. Une nouvelle formation, un nouveau diplôme, une nouvelle vidéo, un nouveau livre, puis encore une autre méthode. L'apprentissage devient alors une manière élégante de repousser l'action. Le chapitre raconte l'histoire d'une femme qui accumulait les certificats et les cahiers. Chaque nouveau cours lui donnait brièvement confiance, mais peu après, elle se sentait à nouveau insuffisante. Elle croyait toujours qu'il lui manquait encore une connaissance avant de commencer. Un autre homme, après des années d'études,
décida enfin de reconnaître la valeur des connaissances déjà acquises. Il se dit « Je sais déjà suffisamment pour faire le prochain pas ». Il ne cessa pas d'apprendre, mais il changea sa relation avec l'apprentissage. Il n'étudiait plus parce qu'il se considérait incapable. Il étudiait pour approfondir une compétence qu'il utilisait déjà. Cette différence est fondamentale. La maîtrise ne consiste pas uniquement à accumuler des informations, elle consiste à transformer les informations en pratique. Après avoir appris quelque chose, posez-vous ces questions. Qu'est-ce que je peux appliquer aujourd'hui? Quels résultats concrets puis-je produire? Qui puis-je aider avec cette connaissance? Une idée appliquée vaut souvent davantage que 100 idées simplement notées dans un cahier. Vous ne devez pas tout savoir pour commencer. Vous devez savoir suffisamment pour accomplir l'étape suivante, puis continuer à apprendre en avançant. Chapitre 28, le diamant de la décision. L'indécision peut coûter très cher, pas seulement en argent, mais également en temps, en énergie et en opportunité. Le chapitre présente une commerçante qui hésitait à développer son activité dans une nouvelle région. Elle analysait chaque scénario, elle demandait toujours un nouvel avis. Elle attendait la certitude parfaite. Mais pendant qu'elle réfléchissait, l'opportunité commençait à disparaître. À l'inverse, un autre commerçant comprenait qu'une décision imparfaite peut souvent être corrigée, tandis qu'une hésitation permanente ne produit rien. Il ne prenait pas des risques irréfléchis. Il étudiait les informations disponibles, puis choisissait. La décision devenait pour lui une déclaration de responsabilité. La grande leçon de ce chapitre est la suivante. Vous n'aurez presque jamais toutes les informations avant de devoir décider. La vie ne vous offre pas toujours une garantie. Elle vous offre des données, une expérience, des conseils et une fenêtre de temps limitée. Décider ne signifie pas être absolument certain du résultat. Cela signifie accepter de choisir la meilleure option possible avec les informations dont vous disposez. Pensez à 3 décisions que vous repoussez actuellement. Peut-être devez-vous choisir un sujet, commencer un projet, abandonner une mauvaise habitude, contacter quelqu'un, fixer un prix, choisir une direction, rassembler les informations essentielles, fixez-vous une date limite, puis choisissez. Une décision claire libère l'énergie que l'hésitation emprisonnait. Chapitre 29. Le ton royal. Certaines personnes s'excusent constamment pour leur prix, leur talent ou leur réussite. Lorsqu'elles présentent leur travail, elles disent « ce n'est pas grand-chose. Je suis désolé de demander ce prix. Je ne suis peut-être pas assez qualifié. » Le chapitre raconte l'histoire d'une artisane qui créait de magnifiques œuvres, mais s'excusait chaque fois qu'elle devait être payée. À force de diminuer son propre travail, elle encourageait les autres à en faire autant. Un autre artisan adoptait une attitude différente. Quand on le félicitait, il répondait simplement « Merci de me permettre de partager mon travail ». Il ne se vantait pas, mais il ne méprisait pas non plus son talent. Cette posture attira des clients qui respectaient davantage son savoir-faire. La véritable humilité ne consiste pas à nier sa valeur. Elle consiste à reconnaître ses compétences sans considérer les autres comme inférieurs. Vous pouvez présenter votre prix sans agressivité, accepter un paiement sans culpabilité, recevoir un compliment sans vous dévaloriser. Lorsque quelqu'un vous remercie pour votre travail, répondez simplement « Merci, je suis heureux que cela vous soit utile ». Ne transformez pas chaque compliment en débat, ne vous excusez pas pour avoir développé une compétence. Votre valeur ne doit être ni exagérée ni cachée. Elle doit être exprimée avec calme et honnêteté. Chapitre 30. La signature secrète. Ce chapitre utilise la signature comme un symbole. Une femme signait ses documents rapidement, presque honteusement. Ces gestes reflétaient son manque de confiance. Un homme, avant de signer un contrat important, prit le temps de relire le document, de respirer et de signer avec attention. Il considérait sa signature comme un engagement. La leçon dépasse largement l'écriture du nom. Chaque fois que vous signez un contrat, acceptez une mission, publiez un travail ou donnez votre parole, vous engagez votre réputation. Votre signature représente votre identité. Elle dit « J'accepte cette responsabilité. Je confirme cet accord. Je suis prêt à répondre de ce travail. » Il ne s'agit pas de croire que la forme de votre écriture attire magiquement l'argent. Il s'agit de comprendre que votre manière
d'aborder vos engagements reflète votre sérieux. Lisez avant de signer. Comprenez les conditions. Posez des questions. Ne signez jamais sous pression. Puis, lorsque vous acceptez, faites-le consciemment. Traitez votre nom comme quelque chose de précieux. Votre réputation se construit à travers chaque promesse tenue, chaque contrat respecté et chaque travail correctement réalisé. Chapitre 31, le manteau de la paix. Certaines personnes atteignent la réussite, mais restent incapables d'en profiter. Elles craignent le regard des autres, la jalousie, les critiques, la possibilité de tout perdre. Le chapitre raconte l'histoire d'une commerçante dont les affaires fonctionnaient bien. Pourtant, elle vivait dans la peur permanente que les autres lui en veuillent. Chaque réussite devenait une source d'angoisse. À l'inverse, un bijoutier prospère avançait avec davantage de sérénité. Il ne cherchait pas à provoquer. Il ne se vantait pas, mais il refusait également de vivre dans la peur. Sa tranquillité lui permettait de prendre de meilleures décisions et de profiter de ce qu'il avait construit. La leçon est importante. La paix intérieure protège souvent mieux votre réussite que l'inquiétude constante. Lorsque vous êtes obsédé par la possibilité de perdre, vous pouvez devenir méfiant, impulsif ou défensif. Ces comportements risquent précisément d'endommager vos relations et vos décisions. La prudence reste nécessaire. Protégez vos comptes, respectez vos obligations, évitez d'exposer inutilement toutes vos finances. Mais ne transformez pas la prudence en peur permanente. Avant de partager une réussite, assurez-vous de le faire avec simplicité et non pour prouver votre supériorité. Puis, continuez votre travail sans laisser les opinions extérieures contrôler votre paix. Chapitre 32, le cadeau qui revient 2 fois. La générosité perd une partie de sa beauté lorsqu'elle devient une campagne de publicité personnelle. Une vendeuse annonçait à tout le monde chaque don qu'elle avait effectué. Elle ne donnait pas seulement pour aider, elle voulait également être admirée et récompensée. À l'inverse, un boulanger déposait discrètement du pain devant les maisons des personnes qui en avaient besoin. Il ne laissait aucun mot, aucune signature. Personne ne connaissait l'origine des dons. Son véritable bénéfice immédiat n'était pas financier. C'était la satisfaction d'avoir aidé sans attendre d'applaudissements. Le chapitre présente ensuite l'idée que la générosité silencieuse finit par créer autour de nous des relations positives, de la confiance et parfois de nouvelles opportunités. Même lorsque le don ne revient pas sous forme d'argent, il revient souvent autrement, en paix intérieure, en gratitude, en lien humain, en réputation, en sentiment d'utilité. Choisissez un geste généreux que vous pouvez accomplir sans chercher à le publier. Aidez une personne, partagez une connaissance, donnez du temps, soutenez discrètement un projet utile. Votre générosité ne doit pas devenir une stratégie de manipulation. Donnez parce que vous avez choisi de contribuer. Le premier retour du cadeau se trouve dans l'aide apportée. Le second se trouve dans la personne que vous devenez en apprenant à donner. Chapitre 33, le cercle silencieux. Le dernier chapitre rappelle que nous n'avons pas toujours besoin d'avancer seuls. Une femme travaillait isolément, répétant ses objectifs sans jamais rencontrer de personnes capables de comprendre son chemin. Elle se sentait découragée. Un homme décida de réunir régulièrement quelques amis sérieux et positifs. Ils ne se rencontraient pas pour se plaindre. Ils ne passaient pas leur temps à vendre leurs services les uns aux autres. Ils prenaient simplement un moment pour réfléchir, exprimer leur gratitude et souhaiter sincèrement la réussite du groupe. Avec le temps, cette communauté leur apporta du courage, de nouvelles perspectives et un sentiment de responsabilité mutuelle. La leçon est simple. Votre environnement influence profondément votre mentalité. Si vous passez tout votre temps avec des personnes qui méprisent chaque projet, critiquent toute ambition et se nourrissent uniquement de problèmes, votre énergie finira par diminuer. Cela ne signifie pas abandonner les personnes qui traversent des difficultés, cela signifie aussi rechercher des relations qui vous encouragent à grandir. Entourez-vous de quelques personnes capables de parler de solutions, des personnes qui respectent vos objectifs, qui peuvent célébrer votre progression, qui osent également vous corriger avec honnêteté. Vous n'avez pas besoin d'un grand réseau. 2 ou 3 personnes sincères peuvent suffire. Rencontrez-vous régulièrement. Partagez vos progrès. Encouragez-vous. Mais évitez de transformer chaque rencontre en compétition ou en séance de plainte. Un bon cercle ne remplace pas votre travail. Il vous aide à continuer lorsque votre motivation diminue.
Au terme de ces 33 chapitres, une vérité apparaît clairement. La richesse durable ne commence pas par la poursuite désespérée de l'argent. Elle commence par une transformation intérieure. Elle naît lorsque vous cessez de définir votre identité par le manque. Lorsque vous apprenez à parler avec davantage de confiance, à protéger vos projets dans leurs premières étapes, à créer de la valeur avant d'exiger une récompense, à écouter avant de convaincre, à recevoir sans culpabilité, à donner sans rechercher constamment les applaudissements, à rester patient entre la graine et la récolte, à prendre des décisions sans attendre une certitude parfaite, à agir lorsque l'étape suivante devient claire, et à reconnaître votre propre dignité sans tomber dans l'arrogance. Cependant, il faut conserver un regard équilibré sur ces enseignements. La pensée, la gratitude et la confiance ne font pas apparaître automatiquement de l'argent. Elles ne remplacent ni le travail, ni les compétences, ni la planification, ni les décisions responsables. Mais elles peuvent influencer profondément votre comportement. Un esprit calme réfléchit mieux. Une personne confiante ose davantage. Une personne reconnaissante utilise mieux ses ressources. Une personne qui écoute comprend mieux ses clients. Une personne décisive transforme ses connaissances en résultats. Une personne entourée de relations constructives persévère plus longtemps. Voilà la véritable force de ces principes. La richesse n'est donc pas seulement une somme sur un compte bancaire, elle est également une manière de vivre, une capacité à gérer ses émotions, à respecter son travail, à construire des relations solides, à créer des solutions utiles et à développer progressivement une liberté qui ne dépend pas de l'apparence ou de l'approbation des autres. Le silence dont il a été question tout au long de ces chapitres ne signifie pas qu'il faut cacher toute sa vie. Il représente surtout la maîtrise de soi, la capacité de ne pas annoncer chaque projet avant d'avoir commencé, de ne pas rechercher la validation pour chaque décision, de ne pas confondre le bruit avec le progrès. Vous n'avez pas besoin de convaincre le monde entier que vous allez réussir. Commencez, travaillez, apprenez, corrigez vos erreurs, créez de la valeur, puis laissez vos résultats parler progressivement à votre place. Maintenant, ne laissez pas ces enseignements rester de simples paroles. Choisissez dès aujourd'hui une seule leçon parmi les 33. Peut-être devez-vous arrêter de vous comparer. Peut-être devez-vous enfin prendre une décision. Peut-être devez-vous lancer ce projet que vous repoussez. Peut-être devez-vous mieux écouter vos clients ou simplement reconnaître la valeur des ressources que vous possédez déjà. Écrivez votre décision dans les commentaires en complétant cette phrase. À partir d'aujourd'hui, je décide de... Et si ce résumé vous a apporté une nouvelle perspective, partagez cette vidéo avec une personne qui travaille dur, mais qui a peut-être besoin de retrouver le calme, la confiance et la clarté nécessaires pour avancer. Abonnez-vous également à la chaîne et activez les notifications pour découvrir d'autres enseignements capables de transformer votre mentalité, vos habitudes et votre avenir financier. Souvenez-vous, vous n'avez pas besoin de faire plus de bruit. Vous devez créer plus de valeur, agir avec plus de clarté et avancer avec une confiance plus profonde.